Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, il est un petit peu tôt, on est le 6 décembre, la Saint-Nicolas pour certains diraient. On n'est pas encore Noël, mais voici le cadeau de Noël pour le Parti de la France. Nous recevons aujourd'hui nul autre que Vincent Renoir. Une partie d'entre vous le connaissent, une autre partie ne le connaît pas encore, mais en tout cas vous allez tous le découvrir en profondeur, si j'ose dire, avec cette émission. Bonsoir, bonsoir mon cher Vincent Renoir, merci d'avoir accepté cette invitation tout d'abord. Eh bien, bonsoir, cher Alexandre, bonsoir à toutes les auditrices et toutes les spectatrices, tous les spectateurs et puis, bah, je suis très honoré d'avoir été invité. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup Vincent. En tout cas, c'est vrai, on va parler de plusieurs aspects, évidemment, tout est catégorisé comme à chaque fois. Au début, j'aurais aimé qu'on parle un petit peu de vous directement et de votre parcours, une présentation générique, hein, comme d'habitude, un entonnoir, hein, on commence par le générique et après on précise avec le fil du temps. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter? Parce que quand on tape votre nom, notamment sur Google et Wikipédia, on voit quoi? On voit chimiste, on voit ingénieur. Alors est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours justement personnel et professionnel? Bah, mon parcours, personnel, donc oui, en effet, j'ai fait, des études, j'ai passé un bac C en 1986, puis ensuite, j'ai fait maths sup, maths spé, à Paris, au lycée Saint-Louis, sur le boulevard Saint-Michel. Et ensuite, j'ai intégré une école, d'ingénieurs, enfin une école d'ingénieurs, l'Institut supérieur de la matière et du rayonnement, à Caen. Et là, il y avait eu 3 branches possibles, hein. Il y avait informatique, physique nucléaire et chimie. Et je me suis finalement orienté vers la chimie et j'ai passé, mon diplôme, d'ingénieur chimiste en 1991. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé. Parce que tout simplement, c'était pas ces études que je voulais faire. Moi, je voulais être, dans le monde du cinéma. Plus exactement, je voulais être réalisateur d'effets spéciaux, dans des films, notamment tout ce qui était épouvante, fantastique, horreur et j'aimais cela. C'était la grande époque du Super 8, depuis la classe de seconde, je faisais un court métrage par an. Tout mon argent, tout mon temps libre passait dedans parce que c'était vraiment ma passion. Je voulais être cinéaste et puis, il s'est trouvé que, ben, ma mère avait d'autres, d'autres projets pour moi et que chez nous, on ne discutait pas. Donc le cinéma, c'était niet, plus exactement, c'était la fameuse formule: «Tu feras ça en plus» mais avant, il y a la vie sérieuse. Ah, la vie sérieuse, bah, oui, c'est toujours ça dans le monde, moi j'étais dans le monde de la bourgeoisie, de la grande bourgeoisie. Et bien dans ce monde-là, il y a d'abord les affaires. D'abord la vie sérieuse et puis ensuite il y a, c'est possible, les hobbies. Mais voilà, mais le cinéma, non. Le cinéma, c'est pas un métier pour toi qui est qui a des capacités en maths, en physique, en chimie, donc non, non, tu vas pas perdre ton temps là-dedans, tu vas faire un travail sérieux. Donc elle me voyait un peu, chef de recherche chez Elf, des choses comme ça. Donc elle avait des grands projets pour moi et il s'est trouvé que, j'ai fait ces études et une fois que j'ai eu mon diplôme d'ingénieur chimiste, je suis même pas allé le chercher d'ailleurs. Je l'ai pas. J'avais un certificat de réussite du diplôme, mais, j'ai pas eu le diplôme et je ne l'ai jamais utilisé puisque après j'ai fait, en fait j'ai travaillé, 1 an et demi comme prof de maths avant d'être, révoqué de l'éducation nationale. Et puis depuis, bah, j'ai vécu de cours particuliers, voilà, voilà, c'est ça. Alors, naturellement, on pourrait dire: «Mais, donc votre mère vous a empêché, de faire votre rêve, ça vous devez en avoir de la rancœur?» Ah bah, pas du tout, pas du tout. J'aime beaucoup ma mère. Il y a encore quelques semaines, j'étais chez elle pour, lui faire du bricolage, pour l'aider, pour lui éviter une facture, de 3 000 €. J'ai fait le bricolage moi-même et donc j'aime beaucoup ma mère parce que justement, si j'avais fait du cinéma, je serais jamais devenu révisionniste et pour moi, ma vraie mission dans cette existence, sur cette terre, c'était d'être révisionniste et c'est parce que justement, elle m'a empêché de faire du cinéma, que j'ai passé un diplôme qui ne me plaisait pas et vous voyez, la providence est toujours là. À 56 ans, je dis que la providence veille, sur vous, surtout quand vous faites votre mission de vie. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que, j'ai fait donc une année de maths sup, une année de maths spé
au bout de mon année de maths spé, donc j'ai obtenu donc le concours de ce qu'on appelle des ENSI, des Écoles nationales supérieures d'ingénieurs. Mais moi comme j'en avais rien à faire, j'étais prêt à prendre la première école, d'ENSI qui se présenterait. Parce que je vous rappelle, toutes les ENSI, tous les admis, ils sont là et puis les premiers prennent les meilleurs, puis les seconds, les et après on prend ce qui reste. Moi j'étais en queue de peloton dans les admis, mais ça me convenait. Mais ma mère m'a dit: «Oh quand même, allez redouble, heu, pour essayer d'avoir mieux l'année prochaine», naturellement. Et donc j'ai redoublé, mais non, non. Au bout de 2 mois, je suis parti. Oui, enfin non, même au bout d'un mois, je suis parti. Mais ce mois où je suis allé à Paris, j'avais pris l'habitude depuis 2 ans que j'étais à Paris de fréquenter la librairie, française, qui était tenue par Jean-Gilles Maliarakis à l'époque, rue de l'abbé Grégoire. Et et bien, dans cette période supplémentaire que j'ai passée à redoubler ma maths spé, c'est là que Jean-Gilles Maliarakis m'a présenté les annales d'histoire révisionniste, notamment le numéro 5, dans lequel il y avait le rapport Leuchter. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert le révisionnisme. Alors ce qui est amusant d'ailleurs, c'est, vous voyez, il y a des signes. Le destin vous envoie des signes. Et le révisionnisme, j'en avais déjà entendu parler en 1986. Donc c'était 2 ans, oui, 2 ans avant. Au moment du scandale qui avait provoqué la thèse de Nantes, la thèse de Henri Roch, soutenue à l'université de Nantes sur les confessions de Kurt Ganstein. Et à l'époque, donc on en avait parlé à la radio. On avait dit une thèse, à l'époque on ne disait pas révisionniste, mais on ne disait pas négationniste, mais révisionniste. Une thèse révisionniste a été tenue à Nantes qui nie l'existence des chambres à gaz. Et cette thèse avait un titre un peu anodin, les confessions de Kurgenstein, études critiques, heu et et je vois encore mon père disant: «Ah ben voilà, ils se sont cachés, hein, pour nier, l'indéniable. Ils se sont cachés». Et moi ça m'avait, ouais, ça m'avait d'autant plus frappé, ce que, eh bien, le révisionnisme était apparu une première fois dans ma vie et ça restera un mystère. Je me revois très, très bien, ça devait être au début des années 80. J'avais 12 ans à peu près, 11, 12 ans. Je jouais avec un petit jeu de foot qui s'appelait le Subbuteo. Peut-être que certains de l'ancienne génération se rappelleront. Un jeu, donc une espèce de baby-foot, avec un peu un autre système, mais dans ma chambre, il y avait la radio allumée et au moment d'un flash, d'un journal, je devais écouter le top 50 à l'époque et puis au moment, il était interrompu par le journal et j'ai entendu nettement quelqu'un qui était interviewé et qui disait: «Je ne crois pas aux chambres à gaz. Je n'y crois pas du tout. Je revois la scène. Ce n'est certainement pas un montage, ou un souvenir, fabriqué». Et j'ai demandé, quand j'ai pénétré dans les milieux révisionnistes, j'ai demandé, aux anciens, à Robert Faurisson, à Henri Roch, j'ai dit: «Mais c'était qui cette personne qui a dit?» C'était pas la voix de Faurisson, c'était pas la voix d'Henri Roch. Et tous, personne n'a pu me répondre et encore aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est d'où vient cette émission, à la limite quelqu'un qui serait un fan du paranormal dirait: «Mais non, c'était un signe». Peut-être, je ne sais pas, mais en tous les cas, on ne sait pas qui a pu dire ça. Alors, je pense peut-être ce serait Darquier de Pellepoix qui avait fait scandale en déclarant à l'Express en 1979, je crois, qu'à Auschwitz, on a gazé que des poux. Est-ce qu'il y avait eu une interview, un entretien de Darquier de Pellepoix? Mais les révisionnistes le sauraient. Or, personne ne le sait. Donc, et ça, je me souviens. Alors, ce qui est très, très, très amusant d'ailleurs, c'est que j'ai écouté des tas de flash infos dans ma vie, quand j'étais jeune. Je je ne retiens rien. Je me rappelle peut-être un peu du naufrage de la Moco Cadiz, ce fameux pétrolier sur la Bretagne, mais c'est tout. Et encore, mais la Moco Cadiz, ça a été quelque chose de national à l'époque. Et la seule chose dont je me souviens, c'est cette phrase, c'est cette personne qui dit: «Je ne crois pas aux chambres à gaz». Alors que moi, j'étais en train de jouer à mon jeu de foot, j'attendais le retour, du, top 50, enfin, je veux dire, ça m'intéressait pas. Et cette phrase m'a frappé. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a dans la vie, il y a des synchronicités. C'est-à-dire que, le futur agit sur le passé et si cette phrase m'a frappé, c'est que déjà, dans mon destin, le révisionnisme était marqué.
Voilà et c'est pour ça qu'encore une fois, le fait que ma mère m'ait empêché de faire du cinéma, eh bien, je la remercie parce que alors aujourd'hui, heu, elle dit souvent, elle a dit notamment à ma sœur qui me l'a répété: «On a mal agi avec Vincent». Mais si, ils ont parfaitement bien agi puisqu'il fallait faire ça. Voilà pourquoi, bien que j'ai eu une vocation, contrariée, j'en veux absolument pas à mes parents, et pas du tout à ma mère. Voilà, donc après je suis devenu professeur et puis, je suis resté 1 an et demi dans l'éducation nationale, le temps d'être révoqué. OK, très, très bien. Et donc, on découvre aussi le côté artistique, hein, le côté artistique de Vincent Redor qui vous animait. C'est assez formidable, c'est assez magnifique et finalement, oui, j'allais vous poser cette question. En réalité, comment est-ce que vous vous revendiquez? Vous avez parlé tout à l'heure que vous disiez que vous étiez révisionniste. Vous rejetez, j'ai l'impression, ce terme de négationniste, vu comment vous en parlez. J'aurais bien aimé savoir quelle distinction est-ce que vous faites entre les 2. Et ma question, en fait, c'est tout simplement la suivante. Votre combat, est-ce que vous pouvez développer? C'est quoi votre combat aujourd'hui par rapport au révisionnisme? Alors, déjà, le négationnisme, ça vient de négateur, ce sont des gens qui nient. Non, nous ne nions pas. Nous affirmons sur la foi d'arguments topographiques, chimiques, physiques et historiques que l'histoire écrite par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale a des pans entiers qui sont faux. Voilà. Mais nous affirmons, alors que le terme négationniste vient de gens enfin, voudrait signifie ou laisse dans l'esprit l'image de gens qui disent: «Ça n'a pas existé, point final, parce que c'est un mensonge, parce que les gens sont des menteurs». Ça donne une impression qu'il n'y a pas d'argument derrière. Voilà pourquoi ce terme, je ne le reprends pas. Moi, je ne suis pas un négationniste. Je fais des recherches ou je m'appuie sur les recherches d'autres personnes que j'ai vérifiées pour dire: «Voilà, sur la foi de tel, tel, tel argument, je peux dire que tel événement ne s'est pas produit». C'est tout. Voilà, donc le terme négationniste pour moi non, nous sommes des révisionnistes, c'est-à-dire que nous revenons, hem, nous nous réexaminons, nous rouvrons un dossier, hein. Les révisions de procès, il y en a eu, hein, dans toute l'histoire, il y en a encore. Voilà, c'est, un exemple évident, c'est Katyn. Katyn, on peut dire que sur la foi, de la décomposition, de la du calci enfin, de la couche calcique dans les crânes, sur les papiers d'identité, les dates, ou d'arrêt des papiers, des journaux, des lettres et cetera. On peut dire que le crime a eu lieu à telle date, ce qui, confirme que ce sont des Russes. Voilà, on ne nie pas, on dit pas: «C'est pas les Allemands parce que ça pouvait pas être eux». Mais non, on dit: «Sur la foi de tels arguments, je peux vous dire que ça ne peut pas être les Allemands, mais ce sont les Soviétiques». C'est ça le révisionnisme. Donc voilà et aujourd'hui, mon combat révisionniste, donc c'est un combat, qui est très bien exposé, enfin je pense, Mmh. heu, alors moi j'ai eu plusieurs bon, je veux dire, mon domaine de spécialité, mon domaine où j'ai apporté du nouveau, quoi qu'en disent mes adversaires qui me qualifient de faux chercheur. Dans le domaine où j'ai apporté du nouveau, c'est le drame de Radour-sur-Glane. Heu, c'est le domaine, voilà, qui est le mien, c'est ma spécialité. Je pense à aujourd'hui, je suis l'un des spécialistes, je veux dire, dans le top 10 des spécialistes du drame de Radour. Voilà. Mmh. Heu et puis j'ai fait des recherches, sur tout le système concentrationnaire et donc je révise ces pans de l'histoire, tout comme je révise aussi le pan des causes réelles de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ce qui m'amène d'ailleurs aussi à parler de la Première Guerre mondiale, du traité de Versailles, des causes de la Première Guerre mondiale, ce qui fait que j'ai beaucoup étudié de beaucoup de sujets et des des sujets sur lesquels on me connaît assez peu. J'ai étudié aussi la Révolution française, les causes de la Révolution française et notamment les causes de l'émergence de la pensée matérialiste entre le 16e et le 20e siècle. Là, D'accord. j'ai fait beaucoup sur cette question-là, ce qui m'a entraîné à produire des travaux d'ordre sociologique.
Mmh. et c'est comme ça que j'ai par exemple, que je suis venu à écrire, Méki, lettre à Cassandre Fristo, ne pas se tromper d'ennemi, lors de l'affaire justement de mademoiselle Cassandre Fristo, si vous voulez. Mmh. Heu, voilà, donc en fait, il y a tout un pan de mon travail qui est assez peu connu, sur, tout ce qui est, Révolution française, cause de la Révolution française, émergence de la pensée matérialiste au XVIe, XVIIe siècle et puis son triomphe au XIXe siècle avec la République, et cetera. D'accord. Voilà, c'est ça, donc moi je fais une révision, de l'histoire qui naturellement, ne nous en cachons pas, Mmh. est liée à la politique, à des objectifs politiques. Ce n'est Mmh. pas une révision par exemple, si on me dit: «Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas réviser, la bataille, d'Alésia?» Je dis: «Ça m'intéresse pas. Ouais. Ça n'a plus de, répercussions politiques aujourd'hui». Voilà, Mmh. je veux dire, je fais des choses qui ont des répercussions politiques aujourd'hui puisqu'il est bien évident que, celui comme il était dit dans le roman 1984 de George Orwell, celui qui contrôle le passé contrôle le futur. Mmh. Puisqu'on on décide de ses actions, on bâtit sa vie par les leçons, du passé, hein. Je veux dire, c'est évident, c'est évident. Personne ne vit, dans l'immédiateté, dans le présent. Il y a toujours des leçons, du passé. Donc celui qui contrôle le passé contrôle le futur. C'est pour ça que je dis qu'il faut, se réapproprier la vérité historique du passé pour espérer pouvoir progresser politiquement. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Bien évidemment, on va revenir, dans le révisionnisme dans quelques instants, mais avant, je voudrais faire une petite parenthèse parce que c'est un sujet qui m'intrigue et qui, je pense aussi, intrigue certains de nos auditeurs. J'avais lu le livre, vous savez, du frère de Vincent Bolloré, qui s'appelle «Les preuves, scientifiques de l'existence de Dieu», qui expliquait qu'aujourd'hui, la pensée matérialiste notamment, n'avait plus réellement, d'impact, que la plupart des gens du XXIe siècle n'accordaient plus d'importance à, comment je pourrais dire? À l'idéologie, à la position matérialiste, et du coup, j'aimerais quand même vous entendre là-dessus. Pour vous, quelles sont effectivement les causes de l'émergence de la pensée matérialiste qui, selon Monsieur Bolloré, a entraîné la négation de Dieu au XIX et au XXe siècle? Oui, justement, donc les causes de l'émergence de la pensée matérialiste, c'est l'émergence justement des sciences de l'observation à partir du 15e, 16e siècle surtout, 16e siècle, 16e, 17e siècle, et je pense que l'on peut, notamment mentionner, heu, l'astronomie avec la découverte de la lunette astronomique, c'était pas encore le télescope, qui a permis de, découvrir la grandeur immense de l'univers, et il faut savoir qu'à l'époque, on avait quand même une vision, on raisonnait sur le système de Ptolémée, hein, avant Copernic, on raisonnait sur le système de Ptolémée qui, en gros, limitait l'univers matériel et visible à une sphère autour de la Terre. Donc la Terre était le centre de l'univers et il y avait, donc, les planètes, il y avait la Lune, puis ensuite, il y avait Mars, enfin, Vénus, tout ça, heu, le Soleil, et cetera, puis les plus grosses planètes. Et après, il y avait la fameuse sphère, la sphère, qui avait déjà été, théorisée par Aristote, sur lesquelles étaient fixées les étoiles. Les étoiles qui et donc la sphère tournant, les étoiles avaient l'air de tourner, enfin les étoiles tournaient dans le ciel. Voilà, et la Terre était là, le centre immobile. Mmh. Bien, et cette image correspondait un peu au récit de la Genèse biblique, hein. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il y a bon le firmament, les eaux du dessus, les eaux du dessous, et cetera. Mais en gros, c'est ça. Dieu crée le ciel et la terre. Ce sont vraiment les la terre est centrale, et il y a le ciel, donc cette espèce de voûte céleste qui est là. Et puis il va placer 2 luminaires, un gros pour le jour, c'est le soleil, un petit pour la nuit, qui va présider à la nuit, c'est la lune, et cetera, et cetera. Et donc ce système de Ptolémée qu'on avait adopté, a raison d'ailleurs, a raison, je dis pourquoi? A raison parce que grâce à ce système, on savait prédire des éclipses, on savait prédire des choses. C'est-à-dire que ce système avait l'air de fonctionner. Alors on lui avait apporté beaucoup de corrections, notamment pour expliquer le mouvement rétrograde des planètes. On avait dit que les planètes tournaient, mais qu'elles avaient en plus des épicycles, donc elles avaient une orbite autour de la Terre, mais qu'elles avaient des épicycles qui permettaient d'expliquer à des moments, elles avaient l'air de revenir en arrière. Mais grâce à cela,
le système de Ptolémée expliquait énormément d'observations et donc c'était tout à fait logique et puis la lunette astronomique vient déjà, montre un univers immense, immense. Or, le catéchisme disait que tout l'univers, enfin toute cette voûte, tout cet univers qui était relativement restreint avait été fait pour l'homme. Parce que le la terre était le centre et l'homme était le centre de la création. Voilà et donc Dieu avait fait tout pour l'homme et à partir du moment où on découvre que l'univers est immense, qu'il y a des étoiles très lointaines, à partir du moment où l'on découvre que Jupiter a des satellites, que Saturne a des anneaux, ben on se dit: «Mais pourquoi en faveur de quoi tout ça serait fait pour l'homme? S'il y a une étoile lointaine là qui n'apparaît pas plus grosse qu'un point lumineux qui s'éteint, qu'est-ce que ça change pour l'homme? Qu'est-ce que ça change pour l'homme qu'il y ait des satellites de Jupiter?» Et celui notamment qui a théorisé ça, c'était à la fin du, XVIIe siècle. Mmh mh. Hem, il y a eu, c'était Bayle, c'était André Bayle qui a qui a dit: «Mais voilà, si l'univers, il n'est fait que pour l'homme, il y a plein de choses dans l'univers qui servent à rien» et aujour que dirait-il aujourd'hui? Que dirait-il? Donc déjà, le premier impact avec les premières observations astronomiques qui ont montré un univers immense, ça a un peu fragilisé. C'est un peu fragilisé, on s'est dit: «Mais cet univers, il est quand même beaucoup trop grand pour avoir été fait que pour l'homme» et puis ensuite, il y a eu ce qu'on appelait la révolution copernicienne. Je rappelle donc le chanoine Copernic, c'était un homme d'église, hein, qui reprenant des travaux, de prédécesseurs avec donc je veux dire les observations donc, astronomiques, en déduit que c'est probablement le soleil qui est le centre. Alors il n'était pas le premier à l'avoir, supputé, mais il était vraiment le premier à l'avoir fermement démontré. Voilà et bon, de peur d'avoir des ennuis, il a recommandé à ce que son livre, qui parlait justement de cela, ne soit publié qu'après sa mort. Mais, lorsque son livre est publié, il y a il y a des gens qui vont le contester, mais très rapidement, on va voir qu'en effet, ça explique énormément de choses. Là où le système de Ptolémée on était obligé d'apporter des correctifs, heu, pour expliquer des choses, là, tout était bien et en science, on dit bien que plus un modèle est simple et pertinent pour expliquer les observations ou les expériences, plus il a de chances d'être exact. Donc rapidement, le système de Ptolémée, on l'a abandonné. Ça a été donc la révolution copernicienne. Le soleil est le centre, à l'époque, disait-on, de l'univers. Pas le centre de l'univers, mais voilà et à partir de ce moment-là, on s'est dit: «Mais alors c'est plus du tout la Terre» et puis il y avait un problème, parce que dans la Genèse, le soleil, il est créé après, bien après la Terre. Donc ça on a commencé à se dire: «Mais il y a quelque chose qui ne concorde pas». Qui concorde pas. L'homme n'est pas le centre de l'univers, la Terre n'est pas le centre, pas du tout. Alors, à raison ou à tort, mais si vous voulez, à ce moment-là, des gens, eh bien, il y a eu quand même, au départ, on a commencé à se poser des questions sur l'enseignement religieux. Et puis, il y a eu une autre science, il y a eu 2 autres sciences qui ont été très intéressantes. Ça a été l'invention du microscope, qui a permis de un monde très, très différent, un monde que l'on ne soupçonnait pas, le monde de la microscopique que l'on ne soupçonnait pas, qui a permis de découvrir un foisonnement de la vie. Et puis, il y a eu les dissections opérées par Vézal. Heu, au départ, c'était mal vu. On ne pouvait même pas disséquer des morts et pourtant, petit à petit, ça s'est fait et les dissections qui ont été opérées par Vézal, ont permis de voir que le corps humain était une gigantesque machine chimique et ça a remis en cause la vie miraculeuse. La vie miraculeuse, on a commencé à se dire: «Mais si ça se trouve, l'homme n'est qu'une machine». Alors on l'a pas dit tout de suite, mais il a fallu attendre 1749 pour qu'un médecin, Onfrey de la Métrie, écrive «L'homme machine», dans lequel il, soutenait que les différents états de l'âme n'étaient que, des n'étaient que corrélatifs des états du corps. Alors il ne ça c'était très clair son message, c'était sous-entendu, bah, l'âme n'existe pas. Il y a pas d'âme humaine. Non, ce que vous croyez être votre âme, vos états d'âme, ce n'est que des états de votre corps et de votre cerveau, de votre matière grise, matière blanche et cetera et c'est comme ça que la
pensée matérialiste est apparue entre donc je dirais le 16e et le 18e siècle. La pensée matérialiste, l'homme n'est qu'une machine. L'univers est gouverné par des lois et ça s'est renforcé avec Laplace, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, je dirais avant Galilée, l'univers, il y avait quelques écoles grecques qui avaient deviné que l'univers devait être gouverné par des lois, mais il n'y avait pas eu assez à l'époque d'instruments de mesure pour élucider tout ça. À partir de Galilée, donc, on était resté avec l'idée d'un monde gouverné par des anges, par des forces surnaturelles, et cetera, qui font tourner les planètes, des choses comme ça. Et avec Galilée, notamment avec ses premières équations sur la chute libre, la chute des corps, eh bien, justement, on met en équation. Galilée prouve que plus un corps tombe, plus il va vite et que sa vitesse dépend, hem, je veux dire, la distance qu'il a parcourue dépend en gros du carré du temps. Ce qu'on nous dira plus tard, h, la hauteur de chute est égale à environ 5 t au carré et c'est énorme. Aujourd'hui, on dit: «Bah oui, bon, c'est l'équation de la chute libre», mais c'est énorme. Ça veut dire que l'univers est gouverné par les lois. Ça veut dire que quand un objet tombe, il y a une loi derrière. Et ça veut dire que quand les planètes tournent autour d'elles, c'est pas des anges, c'est pas des esprits, c'est une loi, la gravitation universelle. La force gravitationnelle, G, la constante de gravitation universelle fois masse de la première planète fois masse de la deuxième planète divisé par r au carré, la distance entre 2 planètes. C'est énorme. L'univers est gouverné par des lois mathématiques. Il y a pas d'esprit, il y a rien derrière. Et c'est sur ce terreau que va naître la pensée matérialiste. Alors, à raison ou à tort, moi je constate que c'est sur ce terreau, c'est pas des gens méchants qui veulent nier toute spiritualité, ce sont des gens qui disent: «Mais regardez, ce sont des lois, ce sont des lois, l'univers est gouverné par des lois physiques. Votre corps, ce sont des réactions chimiques, votre cerveau, ce sont des réactions chimiques, donc vos états d'âme sont des réactions chimiques. Tout n'est que machine, tout n'est que machine» et c'est comme ça que la pensée matérialiste va s'imposer. Alors ensuite avec Laplace, avec plein d'autres scientifiques, je vous rappelle que justement, lorsque Laplace va exposer à Napoléon, heu, ses travaux, on raconte que Napoléon donc l'écoute, Napoléon, un homme très intelligent, Napoléon Ier et lui dit, «Mais et Dieu dans tout cela?» et Laplace lui aurait répondu: «Dieu? Mais je n'ai pas besoin de cette hypothèse». Sous-entendu, la science évacue Dieu. La science évacue, c'est fini et c'est comme ça qu'en 1850, un agrégé de philosophie dans le cours d'introduction de la Sorbonne, il s'appelait Émile Cessé, va dans un discours dire que depuis 3 siècles, les sciences de l'observation ont fait reculer jusqu'au tréfonds tout le sentiment de providence et les sciences ont contribué à persuader aux hommes que rien ne se passait dans l'univers qui n'obéissent à des lois prédéterminées. En parallèle, depuis le XVIIIe siècle, il y a toute la critique biblique qui s'est développée, notamment avec les livres de Nicolas Fréret. En fait, c'était un pseudonyme, c'était le baron d'Holbach, qui a écrit donc, analyse, des apologistes de la de la religion chrétienne, qui a écrit la Moïsade ou examen critique de l'Ancien et du Nouveau Testament, dans lequel il va, il va, mettre en lumière ce qu'il croit ou à raison ou à tort, je ne juge pas, être des contradictions dans la Bible et et cette critique biblique va être synthétisée en 1830 par Richard Strauss, un Allemand, qui va écrire La vie de Jésus, justement. Et à partir de là, toute cette critique biblique qui avait déjà pénétré dans le peuple, par le biais de l'encyclopédie, par le biais de brochures, de libelles et cetera, pendant tout le 19e siècle, elle va se répandre à fond. Elle va se répandre à fond et et bien, des masses de plus en plus vont s'écarter de la religion. Quand on dit que la République a déchristianisé la France, non, elle a pu la déchristianiser parce qu'elle était déjà de fait. C'est ça c'est ça le problème. En fait, c'est toujours le problème de l'œuf et la poule. Les gens s'arrêtent trop souvent à une analyse superficielle. Ils disent: «Si la France a été, déchristianisée, c'est parce que la République a déchristianisé». Non,
Si la République a pu déchristianiser la France par la loi, c'est que déjà les masses étaient déchristianisées. Et d'ailleurs, entre 1880 et 1905, la République n'a cessé de déchristianiser la France. Quelle a été la réaction chrétienne? Zéro, ou quasi zéro. Toutes les élections ont été remportées par les républicains. Toutes, absolument toutes. Il n'y a pas eu un retour. Et au XIXe siècle, les tentatives de restauration ont toutes échoué. Elles ont toutes avorté. La République s'est imposée. La République s'est imposée, et lorsqu'en 1905, elle a séparé l'Église et l'État, bon, il y a eu des pleurnicheries chez les catholiques, mais il n'y a rien de plus, parce que les masses étaient déjà déchristianisées. Et voilà. Et ça a été le triomphe, donc en 3 siècles, de la pensée matérialiste. Et j'ajouterais que lorsqu'au XVIIIe siècle, avec les livres du baron d'Holbach, avec l'essor des sciences de l'observation, des gens ont abandonné la religion catholique, puisqu'à l'époque, c'était la religion catholique qui était, je veux dire, la première religion de France, même la religion d'État. Ces gens n'allaient pas forcément vers l'athéisme. Non, 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 non. Ces gens recherchaient une autre spiritualité. Ils recherchaient, ils disaient bien: «Non, non, la vie ne peut c'est pas seulement matériel». Il y en avait qui le disaient, mais beaucoup ne le disaient pas, et ces gens allaient rechercher une spiritualité, et à l'époque, où la trouvait-on? Eh ben, dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie se prétendait, à raison ou à tort, encore une fois, moi je ne juge pas, elle se prétendait dépositaire d'un savoir ancestral, caché, transmis, et cetera, ce qu'on voulait. Mais, depuis donc le temple, Salomon, les maçons, et cetera, il y avait tout un roman maçonnique, et ces gens disaient: «Voilà, nous avons le vrai savoir, qui a été caché». Qui a été caché parce qu'il a été persécuté, et cetera, et notamment persécuté par l'Église. Et ces gens qui quittaient l'Église, beaucoup pensaient trouver une nouvelle spiritualité dans la franc-maçonnerie, et c'est pour ça qu'à partir de 1740, il y a eu une explosion des loges maçonniques en France. Alors bien sûr qu'après, ces loges maçonniques ont été des acteurs dans le renversement du trône et de l'Église. Mais au départ, c'est pas parce qu'il y a eu des méchants qui se sont réunis dans des loges pour être méchants. Non, c'est une toute autre dynamique. C'est une toute autre dynamique qui s'est passée. Ça n'a rien à voir. Les gens s'imaginent, ils ont une vie, c'est le Far West, les bons contre les mauvais, les Indiens contre les cow-boys. Mais c'est pas du tout ça. S'il y a pas les bons d'un côté, les mauvais de l'autre, il y a des dynamiques sociales beaucoup plus complexes, et c'est tout ça, moi, que j'ai étudié, loin de toutes ces thèses qui nous disent: «Non, mais tout n'est que complot avec des méchants qui depuis des siècles». Non, c'est pas comme ça que ça se passe, pas comme ça. C'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur les alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir du moment où le matérialisme le matérialisme s'impose, bon, où la religion recule, où Dieu n'existe plus, vous n'êtes qu'une machine biologique. On vous dit: «Vous n'êtes qu'une machine biologique», hein, c'est tout. Votre corps commence à fonctionner quand un spermatozoïde rencontre un ovule. Vous allez vous développer 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 cellules, et cetera, et puis petit à petit, vous allez avoir un cerveau. Ce cerveau va se mettre en place. Il y aura des courants électriques qui vont, faire que vous allez vous mettre à penser. Mais attention, à la mort, tout ça, ça s'arrête. À la mort, c'est le néant. Vous êtes sorti du néant quand un spermatozoïde a rencontré un ovule, et vous rentrerez dans le néant quand votre cerveau s'arrêtera de fonctionner. Votre conscience n'est qu'une émergence de votre cerveau. Vos pensées ne sont que des flux électriques dans le cerveau. C'est parce qu'il y a des canaux ioniques dans le cerveau, avec des déséquilibres ioniques, ça fait des courants, que vous pensez. C'est tout. Et si j'éteins tout cela, c'est fini, votre conscience disparaît et vous n'êtes plus rien. Donc à la mort, vous rentrerez dans le néant éternel. Et il y en a même qui vont plus loin. Vous croyez être maître de vos pensées, vous n'êtes pas maître. Non. Et on nous sort les expériences de Benjamin Libé, dans les années début des années 80. Je vous rappelle ce que disait Benjamin Libé. Il disait, il prenait un cobaye, on lui mettait des électrodes sur la tête, il y avait une aiguille qui tournait devant lui, et il disait: «À un moment, vous allez quand l'aiguille sera, par exemple, sur un nombre que vous choisirez,
il y avait peut-être une dizaine de nombres, vous choisirez de pousser sur un bouton, de presser un bouton rouge. Et après, vous nous direz à quel moment, quand l'aiguille était sur tel chiffre, vous avez décidé de presser, le bouton rouge. Donc on savait exactement à tel moment il avait décidé. Et on a enregistré l'influx nerveux dans son cerveau. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que 300 millisecondes avant qu'il ait décidé de presser le bouton rouge, l'influx nerveux avait déjà commencé. Donc au moment où il disait: «J'ai décidé à ce moment-là», non, non, 0,3 secondes avant, déjà l'influx nerveux était parti. Donc conclusion de certains scientifiques: vous croyez que vous avez décidé? Non, votre cerveau a décidé 300 millisecondes avant. Vous n'êtes pas maître de vos décisions. Vous croyez les prendre, mais en fait, c'est votre cerveau qui les prend avant que vous en ayez conscience. Un petit peu avant seulement, mais avant. Donc vous n'avez même pas de libre arbitre. Vous n'êtes qu'une machine. Vous croyez être libre, vous n'êtes même pas libre. Vos décisions ne sont que des stimuli de votre cerveau qui analyse tout, qui fait des calculs très vite et qui dit à un moment: «Tiens, on va presser le bouton». L'influx nerveux commence et à un moment, vous, dans votre conscience, vous dites: «Tiens, je vais le presser», mais il l'a déjà dit avant vous. Ça, c'est une des conclusions des expériences de Benjamin Libet. Vous n'êtes qu'une machine biologique. Vous n'êtes qu'une machine, vous n'êtes absolument pas libre. Et quand vous mourrez, quand votre cerveau s'arrêtera, c'est fini pour vous. Vous ne penserez plus, il n'y aura plus rien et le monde vous oubliera. Comme tous ces gens qu'on a enterrés et qu'on ne se souvient plus, mis à part quelques héros ou salauds, pardonnez-moi ma vulgarité, mais sinon tous les autres. Donc à partir du moment où je suis sûr de ça, où la science me le dit, même si elle ne me le dit pas aussi abruptement, bon, bah, quoi? Ben, je vais profiter de cette vie et puis au diable après, hein, qu'est-ce que j'en ai à faire? Après pour moi, c'est le néant. Alors on me donne 50, 60, 70, enfin 70, 80 ans sur terre et ben, je vais les passer à jouir. Parce que moi, j'ai pas envie de m'embêter, parce que c'est tout, ça n'a pas de sens tout ça. Je suis venu là, j'ai pas choisi de vivre ici, j'ai pas choisi de naître. Je choisirai pas de mourir, je peux pas faire autrement. Donc je n'ai qu'une vie et ben, laissez-moi en profiter et ne me faites pas suer. Voilà. Voilà, c'est ça le problème, c'est ça le problème et c'est forcément le triomphe du transhumanisme. Il y a rien de plus, je veux dire, il y a de plus injuste que la mort. Je ne choisis pas de naître et je vais mourir. Si je peux faire reculer la mort le plus loin possible, c'est ce qu'on fait actuel, hein. Tout le monde est très content que l'espérance de vie augmente. Quand on voit comment les gens s'ennuient dans la vie, on se demande pourquoi ils veulent vivre très longtemps, mais enfin bon, mais pourquoi? Mais parce qu'on ne veut pas mourir en fait. C'est pas qu'on veut vivre très longtemps, c'est qu'on veut pas mourir. La mort, c'est horrible. Quand je n'ai qu'une vie qui n'a pas de sens, je veux la conserver. Et donc, c'est forcément vers le transhumanisme que l'on va. Voilà, c'est-à-dire que même si le matérialisme aujourd'hui, il n'y a plus dans les esprits un matérialisme argumentaire, argumenté, et il y a une idée matérialiste qui s'est imposée. Voilà, et même si elle n'est pas dite, elle est implicite. Elle est implicite. Vous dites aux gens: «Vous croyez qu'il y a une vie après la mort?» «Ouais, peut-être», mais quelqu'un qui vous dit ça, il vivra comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. Et ça, Strauss l'avait dit dès les années 1840. Il avait dit: «Il y a encore énormément de chrétiens, mais mis à part une fois qu'ils ont quitté la messe, ils vivent comme les autres. Ils ne mettent pas leur vie en conformité avec leurs idées spirituelles» et aujourd'hui, c'est ça. Je veux dire, oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment les gens, vous leur demandez dans la rue: «C'est quoi le matérialisme? Quelle est l'histoire?» Ils savent pas, mais ils vont dire: «Oui, mais de toute façon, vous savez, la vie après la mort, on n'en sait rien, hein, on n'en sait rien, alors profitons-en». Voilà ce qui se passe. Donc je peux être d'accord avec monsieur Bolloré, je peux être d'accord avec ces gens, mais il n'empêche que dans les faits, le matérialisme a triomphé, même si aujourd'hui on est dans une ère post-matérialiste. Ah, c'est intéressant, dans une ère post-matérialiste. En plus, vous avez cité la période de l'histoire entre 1870 et 1905. Ce qui n'a pas aidé, si je peux me permettre de rajouter des exemples à votre argumentaire, c'est par exemple que c'est dans cette période qu'on a la théorie de l'évolution de Darwin. C'est dans cette période qu'on a découvert les premiers dinosaures. En plus, ça aussi, ça fait un coup, comment je pourrais dire, ça met un coup de pied dans la fourmilière de la représentation chrétienne de la vie. La théorie de Big Bang, également. La gravitation, comment dire, la relativité générale, la relativité restreinte, c'est 1905. Donc voilà, tout ça fait que combiné, Oui, ça mais n'a alors pas aidé. attention, Oui, avec la physique quantique, on revient justement. oui, c'est vrai. Avec la physique quantique, on revient à une science qui n'est plus matérielle et ça, c'est très, très intéressant.
On a aujourd'hui justement la science, notamment grâce au progrès déjà des techniques médicales, on peut faire revenir des gens, enfin on peut faire rebattre le cœur des gens qui étaient cliniquement morts pratiquement, hein, cliniquement, enfin je veux dire au moins, bon et bien grâce à ça, on a aujourd'hui beaucoup d'expériences, ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, de gens qui disent: «Non, la conscience ne s'éteint pas à la mort». Bon, on y croit ou on n'y croit pas, c'est pas mon problème pour l'instant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, la science a ouvert une fenêtre qu'avant elle ne pouvait pas ouvrir et puis surtout, la physique quantique nous montre que le temps n'existe pas, que l'univers n'est pas causal. Alors là, je pourrais en parler aussi parce que j'en ai étudié pendant mon cursus scolaire et puis je continue à m'y intéresser. La physique quantique ouvre une autre fenêtre sur une possible spiritualité, justement. Donc la science aujourd'hui, peut nourrir la spiritualité. Je dis pas qu'elle la nourrit, on peut rester dans la science tout à fait matérialiste, hein. Mais voilà, donc c'est vrai qu'après il y a eu le darwinisme et d'ailleurs dans un livre je crois que il s'appelle Nesturk, écrit dans les années 60, il dit bien: «Darwin, c'est une arme contre la religion». Parce que quand l'homme descend du singe, il y a plus de Dieu et lui, Nestor, qui le dit carrément. Je veux dire, je l'ai cité dans plusieurs vidéos, hein. Donc le darwinisme, il y a eu toutes ces choses-là naturellement, qui ont, heu, qui ont vraiment, fait reculer énormément la religion et il y a un livre très intéressant, c'est justement je crois que c'est un livre qui s'appelle «Les affirmations de la conscience moderne» et d'un gars qui explique, il dit: «Mais les dogmes ne renaîtront pas». Ce n'est pas parce qu'il y a eu des plaisanteries de Voltaire, ce n'est pas parce qu'il y a eu, les livres de Frère et tout ça. Non, c'est parce que les dogmes chrétiens ne s'accordent plus avec la vision que l'on a, de l'univers et il concluait: «On ne les nie pas ces dogmes, on les ignore. On n'en a plus rien à faire. C'est plus notre vision de l'univers. On est dans un monde désenchanté». Sachant que enchanté veut dire la magie. Un enchantement, au départ, c'était un sort de magie. Il dit: «On est dans un monde désenchanté, c'est fini. Il y a plus de magie dans notre monde, c'est fini» et ça, c'était donc les affirmations de la conscience moderne, un livre très, très intéressant. Voilà. Mais aujourd'hui, donc je vous dis, on revient et moi je suis quelqu'un partisan de la spiritualité et je m'appuie beaucoup sur les sciences, mais les sciences post-matérialistes. Je vais peut-être poser une question impertinente, mais c'est vrai que quand je vous entends parler de Copernic, et cetera, est-ce que vous voyez pas en ces scientifiques, en ces précurseurs, on va dire, de l'idéologie matérialiste, bah, des formes de révisionnistes de leur temps? C'est un peu difficile de pas se dire que vous vous identifiez pas un petit peu à eux? Ah bah si, bien sûr. Ils ont fait du révisionnisme, ils ont revu les systèmes, bien sûr. Je pense qu'il y a toujours du, révisionnisme. Alors après, quelles sont les conséquences du révisionnisme? Ça, c'est un autre problème. Mais il y a du révisionnisme, bien sûr. Je dirais pas que je m'identifie parce que c'est pas la même chose, c'est pas la même époque, c'est pas les mêmes enjeux, je pense. Mais il y a naturellement dans les méthodes, une similarité, oui, bien sûr. Bon, bah, ça va, la question était pas si impertinente que ça, alors ça va. Non, pas du tout, il y a pas de question pas pertinente. Super, super. Oui, alors je pensais aussi à quelque chose, parce que vous avez un combat, hein, que vous menez actuellement. Est-ce que vous, le but de ce combat, ce soit déjà que toutes les thèses révisionnistes que vous défendez soient admises par la masse, ou est-ce que, ne serait-ce que d'avoir le droit d'en parler avec l'abrogation de la loi Guessos que propose le Parti de la France, serait déjà une victoire pour votre combat? Est-ce que vous voulez convaincre la masse, ou alors rendre légal le révisionnisme, ou les deux? Mmh, et bah et bah, pardonnez-moi cher ami, mais je dirais, ni l'un ni l'autre. Ah, j'en Alors suis ça va vous surpris. surprendre. Oui, oui, oui. Alors déjà, il faut savoir que pour moi, le révisionnisme ne triomphera pas avec ses arguments. Non, la masse pour l'instant, elle le refuse et elle le refusera toujours, parce que ça ne l'intéresse pas. Hem, vous savez, pour moi, l'histoire officielle, c'est l'histoire telle qu'on l'enseigne, elle est faite de beaucoup de rumeurs. Or, les spécialistes des rumeurs ont une phrase très juste qui dit: La rumeur ne convainc pas, elle séduit». En fait, on croit une rumeur parce qu'on veut la croire, parce qu'elle est en conformité avec nos pensées, nos espoirs, nos craintes, enfin ce qu'on veut et donc on croit une rumeur parce qu'elle nous arrange. C'est pas forcément parce qu'elle nous séduit et d'ailleurs très peu de gens vérifient les rumeurs qu'ils croient. Véri Très peu de gens les vérifient.
et pour ne pas les vérifier, il y a ce qu'on appelle l'argument donc de, l'amont. On dit: «Bah, oui, mais en amont, plein de gens les ont vérifiés. Si la rumeur était fausse, elle serait pas venue jusqu'à moi. C'est qu'elle a été vérifiée» et donc les gens ne vont pas vérifier eux-mêmes. On dit: «Non, non, mais d'autres gens ont vérifié avant moi, c'est bon» et c'est comme ça que les rumeurs les plus fausses peuvent perdurer, peuvent perdurer, c'est ça. Ou peuvent renaître d'ailleurs, hein. Je veux dire, c'est très rare que les rumeurs puissent, mourir et ne jamais ressortir, sauf si vraiment les conditions changent. Mais par exemple, la rumeur d'Orléans, qui est complètement stupide, qui est pas née à Orléans d'ailleurs, mais à Rouen. Vous savez, c'est l'histoire, donc dans des magasins d'habits, il y a des jeunes femmes ou des jeunes filles qui vont essayer des habits et dans les cabines, on les kidnappe. Soit il y a une trappe qui s'ouvre et elles tombent, soit il y a quelqu'un derrière avec du chloroforme qui les endort et ensuite elles sont expédiées dans les harems, pour les émirs. Bon, alors la rumeur est née à Orléans, à Rouen, pardon. Elle a plus ou moins disparu. Elle est renée après quelques années plus tard à, Orléans. C'était le magasin Daphné, qu'on accusait justement de faire du trafic de blanches avec bon, la rumeur était entièrement fausse. Mais en fait, c'était une époque où on craignait, on parlait encore de la traite des blanches et cetera et donc beaucoup de gens reprenaient cette rumeur en disant: «C'était vrai». D'ailleurs, le magasin Daphné a été obligé de fermer. Je veux dire, voilà. Je veux dire, c'est ça le truc. En fait, donc la rumeur, les gens la croient et aujourd'hui et moi j'en ai fait l'expérience dans ma famille d'abord et autour de moi, quand vous dites par exemple: «Non, vous savez qu'Oradour, bon, ça s'est pas passé comme ça», les gens s'offusquent. On dirait que certains membres de leur famille sont morts à Oradour. C'est scandaleux ce que tu dis, tu peux pas dire des choses comme ça. Combien de fois j'ai entendu ça? Si vous parlez d'Auschwitz et vous dites, vous savez, bon, tout n'est pas vrai. «Ah! Mais c'est horrible, c'est intolérable ce que tu dis». Mais vous avez des gens qui sont morts en déportation? Mais pas du tout, mais enfin c'est intolérable. On dirait qu'on agresse les gens personnellement. Pourquoi? Parce que les gens veulent y croire. Les gens veulent y croire parce qu'ils aiment la démocratie. Ils aiment ce système vainqueur. Ils l'aiment encore. Oh, ils ont des frustrations. Je dis pas que le système les frustre pas, mais ils sont et il faut donc croire que la deuxième guerre mondiale, c'était les bons contre les méchants. Parce que les gens aiment les choses en noir et blanc. Donc il fallait que les nazis soient les atroces et que les alliés soient les bons. Si vous commencez à dire: «Non, mais vous savez, les crimes que l'on impute aux nazis, il y en a certains, c'est pas vrai. Puis par contre, les alliés, il y a certains crimes qu'on a bien cachés». Mais les gens se sentent agressés. Comment? Qu'est-ce que vous commencez à réviser cette histoire du monde où nous, on est du côté des bons et le système qu'on a aujourd'hui, il est hérité des bons? Ça veut dire quoi là? Qu'est-ce que et voilà pourquoi les gens ne veulent pas croire, le révisionnisme et même si demain il y avait abrogation de la loi Guesso, ça ne changerait rien. Regardez en Amérique, il y a pas de loi Guesso. Le révisionnisme, n'a pas fait il y a pas eu un tsunami révisionniste, même en Angleterre. Et je peux le dire, hein, j'ai vécu quand même pendant, 8 ans, enfin 7 ans, libre et puis, non, non. Alors je dis pas que ça progresse pas en souterrain, c'est pas ça le problème, mais ça progresse en souterrain, y compris en France, malgré la loi Guesso. Je dirais même que la loi Guesso, par certains côtés, elle peut nous aider. Parce que quand il y a une loi pour interdire de dire quelque chose, il y a des gens qui disent: «C'est louche». Donc si vous voulez, je pense que l'abrogation de la loi Guesson ne change rien. La masse ne veut pas entendre parler du révisionnisme pour l'instant, parce qu'elle est encore cantonnée dans ce système. Et donc si un jour le révisionnisme doit triompher, c'est parce que le système va s'effondrer. Le système s'effondrera, sera remplacé par un autre système et toutes les croyances de l'ancien système seront balayées. On dira: «Ah oui, cet ancien système, il voulait que l'on croie ça, ça devait être de la foutaise» et ce jour-là, des gens seront prêts à dire: «Ah oui, ils nous demandaient de croire au Radour là, oui» et à ce moment-là, des gens diront: «Oui, regardez, il y avait des gars qui avaient déjà dit que c'était faux, qu'ils avaient déjà écrit des livres. Ah ben voilà, oui, ces gars avaient raison». La plupart des gens, je dirais 99 des gens n'iront même pas lire le livre, mais diront: «Oh ouais, c'est sûrement faux» et je vois aujourd'hui, par exemple, chez les militants de la cause palestinienne, il y a beaucoup de révisionnistes. Ils ne connaissent pas forcément les arguments, mais ça les arrange, ça les arrange. Voilà et donc mais hélas, il y a une masse beaucoup plus grande, il y a une masse beaucoup plus grande qui ne veut pas et moi j'ai vu dans ma famille, on ne m'écoute pas, on ne me lit pas. Personne!
Personne les gens veulent croire, ils s'accrochent. Si ça existait, si les nazis étaient des monstres, voilà, Vincent, il a tort, parce que nous, on est dans le camp des bons, on est dans le camp de la vérité, on a raison d'être des démocrates et cetera. Voilà, c'est ça qui se passe. Donc, je ne veux pas convaincre la masse parce que pour l'instant, rien ne vous la fera la convaincre. On peut convaincre des partis, oui, des gens, mais on ne convaincra pas la masse. Et l'abrogation de la loi Guesso, je dirais que, bien sûr que moi ça me libérerait d'un poids, ça m'éviterait, beaucoup d'ennuis, judiciaires. J'étais ce matin au tribunal, enfin mercredi matin, j'étais au tribunal et dans quelques jours, dans 3 jours, je serai, dans les locaux de la police judiciaire pour une nouvelle convocation. Donc il est évident que l'abrogation de la loi Guesso, moi, me libérerait de certains poids. Mais ça ne changerait pas ça fondamentalement, au niveau de la masse, ça ne changerait rien et puis même finalement, je dirais je dirais, ben, il y aurait plus cet argument de certaines personnes de dire: «Tiens, il y a une loi qui empêche de le dire, c'est bizarre». C'est bizarre, vous voyez? Moi, je dis pas qu'un jour, il ne faudra pas, l'abroger et que si elle était abrogée, ah! Je me sentirais mieux. Mais je veux dire, donc voilà, donc j'ai conscience de vous surprendre, mais non, non, je veux plus convaincre les masses. Je sais que c'est hors de portée pour l'instant. Il faudra qu'il y ait un autre effondrement pour autre chose. Quant à la loi Guesso, tant que cette société perdurera, on ne pourra rien y faire. Voilà ce que je dirais. Mais dans ce cas, alors, je vais poser une question qui peut-être aussi elle va vous surprendre, mais au vu des persécutions judiciaires que vous avez eues, on le sait très bien, vous avez été caché à Londres, d'ailleurs ça fait penser à quelqu'un, vous avez été cherché en Écosse, vous avez fait de la prison, vous avez été au tribunal mercredi, vous êtes dans 3 jours convoqué à la police, etc. Déjà, au-delà de ça, j'aimerais savoir comment vous vivez cette persécution, pourquoi est-ce que vous arrivez toujours à tenir, et dans ce cas, puisque votre but n'est ni de convaincre les masses, et ni d'avoir un système plus tolérant vers le révisionnisme, le système actuel, hein, j'entends, quel est l'objectif du coup de votre combat? Alors, il y a 2 questions en une, mais c'est très intéressant, hein, naturellement. Donc la première question serait, quel est, l'objectif du combat? Ah mais l'objectif du combat, c'est quand même de délivrer le message à ceux qui peuvent l'entendre. Parce qu'attention, comme je dis toujours, les masses ne veulent pas nous entendre. Mais il n'empêche que, et les adversaires en ont bien conscience, ça progresse. Ça progresse. Et les réseaux sociaux sont un bon thermomètre. D'ailleurs, il y a encore quelques jours, un de mes amis me montrait des vidéos de Facebook qui me disait: «Il y a quelques années, on n'aurait jamais vu ça». Donc ça progresse. Et vous savez, il y a ce qu'on appelle, en termes de sociologie, il y a ce qu'on appelle la spirale du silence. La spirale du silence, c'est quand une idée est réprimée par les puissants, par le gouvernement, par le système, les gens qui l'adoptent ont tendance à se taire. Et je prends souvent l'exemple de moi quand j'étais à Saint-Lô, j'ai mis 2 révisionnistes en contact qui habitaient Saint-Lô, mais qui ne se connaissaient pas. Parce que personne ne parle, personne ne le dit publiquement. Des fois, votre voisin peut être révisionniste, mais il ne vous le dira pas. Et donc ce qui fait qu'il peut y avoir des pans entiers de la population qui adhèrent à une idée, mais qui ne le disent pas. Mais il n'empêche que cette idée progresse, mais en souterrain. Et le jour où elle émerge, on est très surpris, on dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi tous ces gens qui sont d'accord avec ça?» Mais oui, vous ne les entendez pas puisque vous réprimiez l'idée. Donc on ne peut pas savoir à quel point le révisionnisme, pour l'instant, a une audience. Je reste persuadé qu'elle est marginale, mais il y a marginal et marginal, hein. Il y a vraiment l'idée qui est au fin fond d'un catacombe et puis on n'entend rien parler et puis il y a une idée qui est quand même dans tous les souterrains, hein, dans tous les tunnels, dans toutes les cavités. Je veux dire là, ça veut dire qu'elle est là déjà, hein, et elle est prête à sortir et c'est ce qu'on a dit d'ailleurs, c'est ce qu'ont dit certains auteurs. Quand il y a eu au moment de la Révolution, on a dit: «La France s'est réveillée incrédule» et oui, l'incrédulité avait progressé. Mais on ne le voyait pas, parce qu'à l'époque, c'était très mal vu. Donc les incrédules ne disaient rien. Ils allaient toujours à la messe et cetera, et ils ne disaient rien. Mais soudainement, quand ça a été permis, on a dit: «Mais il y a plein de gens incrédules, on ne le savait pas» et ben, pour moi, ça peut être pareil avec le révisionnisme. Donc déjà, c'est pas parce que, heu, publiquement, à l'air libre, je dirais, pour peu que l'air soit encore libre, c'est pas parce que publiquement et à l'air libre, on ne voit rien, il y a rien qui se passe. À mon avis, le phénomène dieudonné. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours, à la Sorbonne là, où des étudiants,
en médecine, ont mis le nom de Vincent Renoir, sur le tableau de la référence. Bon, c'était une provocation naturellement, mais enfin, il y a 5 ans, on ne serait jamais imaginé. Regardez ce qui s'est passé quand, le mémorial d'Oradour en 2021 a été il y a eu un graffiti dessus, un tag, ce qu'on appelle, hein. Oradour, village menteur, à quand la vérité? Vincent Renoir a raison. À quand la vé Oradour, à quand la vérité? C'était le titre d'une série de vidéos que j'avais faite sur le truc, sur le drame. Ah et le mon premier livre daté de 97, en 1997, c'était resté très, très confidentiel. En 2021, il y a des gens, qui ont été sur le mémorial pour faire un tag. Ce qui prouve bien que les idées progressent. Donc déjà, ça justifierait mon combat. C'est la première chose. Et puis deuxième chose, je pense qu'encore une fois, quand vous naissez, vous avez une mission de vie. Moi, ma mission de vie, c'était le révisionnisme. Et le révisionnisme, eh ben, peu importe peu importe que ça marche ou que ça ne marche pas, vous devez faire votre mission de vie. Et ben, je me considère comme un semeur, je sème. Et le fait de semer, ça me fait rencontrer des épreuves qui me permettent de me bonifier. Et donc au niveau personnel, c'est très, très bien. En effectuant ma mission de vie, et je pense que si on effectue sa mission de vie sur la terre, on progresse, on progresse dans la voie du bien, même si on fait quand même on reste humain, qu'on reste à faire des erreurs, on progresse dans la voie du bien et ça nous sert personnellement. Voilà, moi, toutes les épreuves que j'ai rencontrées m'ont fait progresser et m'ont rendu plus patient, m'ont rendu moins sarcastique, même si des fois, encore une fois, on est humain, hein, on retombe dans ces défauts-là, mais ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé, donc déjà personnellement et en plus après, donc je lègue ce travail à la société et je sème. Je prends un exemple, je prends un exemple que je connais bien, c'est le livre du Maurice Bardèche, Nuremberg ou la terre promise. Un livre qui a contribué à mon évolution dans le domaine du révisionnisme. Il a écrit ce livre en 1948. Ce livre a fait scandale à l'époque et puis en 1950-55, on n'en parlait plus et depuis 1955, ce livre était oublié et il s'est trouvé qu'un jour, un jeune révisionniste couchant chez Henri Roch, pour parce qu'il avait travaillé avec Henri Roch dans la journée, il avait raté son train, il devait donc coucher, dans la librairie d'Henri Roch, dans la bibliothèque d'Henri Roch, pardon, a commencé à lire Nuremberg ou la terre promise et ça l'a frappé. Donc ce jeune révisionniste, c'était moi. J'ai découvert ce livre, je l'ai lu d'une traite, alors que j'étais vraiment fatigué le soir. Je l'ai lu d'une traite tellement que ça m'a passionné. J'ai dit: «Oui, voilà, tout ce que je pressentais, il l'a écrit en 48». Et après j'en ai parlé, parlé, parlé de ce livre. Toujours j'en ai parlé, notamment des pages 55 à 58, hein, ceux qui me suivent le savent, hein, quand il dit: «Aujourd'hui, plus personne, la condamnation du national-socialisme va beaucoup plus loin qu'elle n'en a l'air. Elle atteint toutes les couches de la politique. Nul ne peut plus s'asseoir dans son champ et de dire: "Cette terre est à moi". Nul ne peut plus se lever dans la cité et de dire: "Nous sommes les anciens, nous avons construit les maisons de cette cité, que celui qui ne veut pas obéir aux lois sorte de chez moi"». Quand quand j'ai lu ça, j'ai dit: «Mais voilà, c'est exactement ce qui se passe». Parce qu'on a condamné le national-socialisme, on condamne tous les nationalismes et donc ce livre après j'en ai parlé, 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 jusqu'au jour où Contre-culture d'Alain Soral l'a réédité et ce livre aujourd'hui, fait partie je l'ai vu chez beaucoup de gens. Donc monsieur Bardèche a été un semeur. En 48, il a semé une graine. Elle a été en terre pendant, je dirais 50 ans, 45 ans et 45 ans après, quelqu'un l'a retrouvé, l'a arrosé et ça a poussé. Donc on sème des choses. C'est pas parce que ça ne marche pas sur le moment, ou même si on a l'impression que ça marche pas, que la providence va pas après se faire revivre la chose. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que moi je fais un combat, je lègue à l'humanité ce que j'ai fait, que pour l'instant l'humanité ne m'écoute pas, ça n'a aucune importance. Vous savez, je cite souvent ce cet écrit sacré de l'Inde qui est la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est un dialogue entre le chevalier Arjuna et Krishna, Dieu. Arjuna ne veut pas combattre puisque dans l'armée d'en face, il a ses frères, il y a ses cousins.
et il y aura toute une discussion avec Dieu et à un moment, Dieu lui dit: «Tu as le droit de remplir les devoirs qui t'échoient, mais ne crois jamais être la cause de la suite de tes actes». Sous-entendu, tu as le droit de combattre, mais la suite, ça m'appartient à moi. Ne crois jamais être la cause de la suite des actes, des résultats de tes actes. Ce n'est pas de ton ressort. Et à un autre moment, il lui dit: «Combat par devoir, sans te soucier ni des joies, ni des peines, ni de la victoire, ni de la défaite, et jamais tu n'encourras le péché». Sous-entendu, tu combats par devoir. Tu fais ton combat, tu sèmes tes graines. Si elles pousseront, quand elles pousseront, c'est pas ton problème. Est-ce que tu seras là pour la récolte? Est-ce qu'il y aura une récolte? Ce n'est pas ton problème, ça c'est moi. C'est la providence. C'est ma providence qui gère tout ça. Toi, je t'ai placé là pour que tu combats. Eh bien, c'est vraiment ma mon idée. Mon idée, c'est que la providence m'a placé là. J'ai choisi volontairement d'ailleurs, hein. M'a dit: «Voilà, tu vas combattre pour le révisionnisme. Tu vas le faire» et c'est pour ça que d'ailleurs que de 1990 à 2010, j'ai travaillé 20 ans. J'ai fait un livre sur Oradour, un livre sur les causes de la guerre, j'avais une revue. J'étais complètement inconnu. J'ai travaillé 20 ans sans être absolument pas enfin, en étant absolument inconnu. Personne ne me connaissait, mis à part, 200 personnes peut-être. Bon, j'avais eu une petite heure de gloire avec mon livre sur Oradour, mais c'était tout, voilà. Mais j'ai travaillé parce que c'était ma mission de vie et même si on me dit: «Oui, mais regarde, il y a que 200 personnes qui te lisent, c'est minable». C'est pas grave, c'est ma mission de vie. Voilà, c'est ça le truc. Alors ça, c'était pour la première partie. Pourquoi je combats quand même? Je combattrais même si on me démontrait que ça servirait à rien. Parce que je me dirais: «D'accord, ça servait à rien pour la société, mais ça m'a servi à moi. C'était ma mission de vie et ça m'a servi». Donc c'est bon et deuxièmement, comment je tiens? Bon, bah, ça c'est ma vision de la vie que je ne contrains personne à partager. Je crois en la pluralité des existences. Je pense qu'une existence, comme disent les bouddhistes, c'est un battement de cils. C'est si rapide, je vois, j'ai déjà presque 60 ans. Qu'est-ce que c'est passé vite? Mon Dieu, je vais être mort bientôt moi. Je veux dire, quand je vois mes oncles et mes tantes, tout ça, ça a disparu. Des gens que je croyais éternels, la vie est passée si vite et j'en aurai tant d'autres. Et ben, dans cette vie, oui, je rencontre des problèmes avec la justice, je rencontre, ma vie personnelle, ma vie sentimentale a été un fiasco, oui, oui, très bien. Mais qu'est-ce que c'est par rapport à toutes les autres vies que j'aurai? C'est pas grand-chose. C'est Ouais. rien. Il fallait passer par là et voilà comment je tiens. Pour moi, de toute façon, toute ta vie n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. On y reviendra peut-être, hein, je vais pas, voilà, toujours, développer, mais pour moi, la vie n'est qu'un jeu, et tout ce qui se passe n'a pas grande importance. Bah, beaucoup de gens pensent que vous êtes bouddhiste, hein. Plein de gens m'ont dit: «Ah bah, Soredor, il est bouddhiste». Vous l'êtes pas, on est d'accord? Je ne suis pas bouddhiste, je ne vais pas au temple, non, je ne suis pas bouddhiste. Je suis influencé par la philosophie bouddhiste, parce que c'est pas une religion le bouddhisme, absolument pas, hein. Je veux dire, il y a pas non, non, non. D'ailleurs dans les questions interdites, enfin que le Bouddha disait: «Ça sert à rien de se les poser», il y avait: «Quelle est l'origine de l'univers?» et cetera. Tout ça, c'est des questions non, c'est une philosophie de vie, le bouddhisme. Voilà, donc je suis pas bouddhiste. J'ai un attrait aussi pour l'hindouisme justement avec la notamment la Bhagavad Gita. Voilà, donc je suis c'est un attrait, mais je ne vais pas au temple. Oui, je mets de l'encens chez moi, mais enfin, dans une prière à Dieu, mais j'ai pas non plus de rite ni rien, non, non, non. Donc quand on dit: «Il est bouddhiste», je comprends parce que je fais souvent référence à cela, donc je comprends que les gens le disent, mais je leur dis: «Non, non, 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 c'est je suis pas bouddhiste, Mmh mh. non». J'avais quand même une question, parce qu'on avait mangé ensemble, vous et moi, donc je connais un petit peu, voilà, vos raisonnements, votre méthodologie de raisonner, votre rigueur dans vos raisonnements, OK? Et comment est-ce qu'on peut faire la part des choses aujourd'hui entre ceux qui se disent révisionnistes, d'accord, et les complotistes? Parce que les 2 sont souvent mis dans le même sac, mais en ce moment, on a les complotistes qui pullulent dans notre milieu. L'exemple le plus parlant, c'est bien évidemment Brigitte Macron qui serait un homme, on a les chemtrails, MKUltra, on a énormément de théories du complot qui nous entourent dans notre milieu. Comment on fait pour distinguer un complotiste d'un révisionniste? Est-ce que vous pensez que les 2 font partie de la même famille? Ah bah, il se trouve que, heu, dans le public révisionniste, il y a beaucoup de gens
qu'on pourrait étiqueter complotiste ou conspirationniste. Donc, des gens qui adhèrent, à raison ou à tort, à des thèses, d'un complot. Voilà, donc les chemtrails, Brigitte Macron, je veux dire voilà, l'authenticité des protocoles des sages de Sion, oui, tout ça. Bon, on peut citer plein de choses comme ça, hein, naturellement. Mmh, bon, alors, souvent, je remarque que, bah, c'est là justement, les partisans des thèses du complot, souvent, ben, je m'aperçois qu'ils y croient parce que ça les arrange bien. Je me souviens, après que j'ai fait une vidéo sur l'affaire, Brigitte Macron, quelqu'un m'a dit: «Ah oui, mais moi je déteste tellement les Macron que je je préfère croire que c'est un homme». Voilà, voilà quelqu'un que la rumeur ne convainc pas forcément, mais elle séduit avant tout. Elle séduit. Il est évident que dans le camp des antimacronistes, vous avez forcément des gens qui vont accueillir cette rumeur. Alors attention, qu'on soit bien clair, rumeur ne veut pas dire faux. Une rumeur, c'est une information qui circule en dehors des canaux officiels de l'information. Elle peut être vraie, attention, donc une rumeur, ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est comme la propagande. La propagande peut être vraie. La propagande, c'est une idée unilatérale. Enfin, c'est une idée dont on présente qu'une partie. Ça peut être vrai. Si je dis, par exemple, je vais revenir à Katyn, ce sont les Russes, ce sont les Soviétiques qui ont commis le crime de Katyn, c'est une propagande de guerre, mais elle est vraie. Voilà, hein, voilà, bon. Donc les rumeurs peuvent être vraies. Mais, il y a en effet des gens qui se disent: «Bon, il y a plein de complots partout, la Covid, les chemtrails», c'est-à-dire qu'il y a des gens qui décident, les vaccins, qui décident de propager des fausses informations de façon à en retirer des bénéfices. Il est évident que ces gens, quand ils sont convaincus, Brigitte Patron, chemtrails, assassinat, enfin, crime rituel, et cetera. Je dis pas que c'est faux, c'est pas ça. Bah, naturellement, ces gens-là sont tout à fait prêts à croire, se disent: «Oh bah oui, Oradour, les chambres à gaz, oh bah bien, bah les chambres à gaz, bien sûr, on voit très bien qui en tire les bénéfices». Donc il est tout à fait normal que au sein du public révisionniste, il y ait plein de gens, qui adhèrent à plein de thèses du complot, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Alors maintenant que la différence que je fais, bah, c'est que souvent, je remarque quand même que, les thèses du complot, bah, les arguments, par exemple l'histoire de Brigitte Macron, j'ai fait une vidéo donc tout le monde le sait, hein. Quand j'ai lu Monsieur Poussard, les preuves qui étaient avancées me paraissaient pas meilleures que les preuves que nous avancent les partisans de l'histoire officielle, que ce soit à Oradour ou à Auschwitz. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un peu des méthodes identiques que je retrouvais. Voilà, heu, c'est ça et là dernièrement, j'ai vu une vidéo, Dieu sait si je suis pas sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un me l'avait envoyé donc j'ai regardé, où on nous dit que le docteur Tal Scheller a été, tué par une arme psychotronique. Oui d'accord, mais l'existence des armes psychotroniques, quand je me penche sur le dossier, bah, les preuves, elles sont un peu vaporeuses, quoi. Elles sont un peu vaporeuses. C'est la même histoire avec la terre plate. La terre plate, oui, bon, ben, moi, je veux bien croire, mais enfin, quand en prison, 2 personnes m'ont envoyé le livre de Dubé sur la terre plate, enfin, la lecture a été consternante. Enfin, c'est voilà. Donc je pense que souvent, les partisans des thèses du complot ont un peu trop tendance à croire toutes ces thèses-là, sans vraiment une vérification qui serait une vérification révisionniste, à la Mmh. manière des révisionnistes. D'ailleurs, Faurisson me le disait, hein, il me disait: «Non, non, moi, c'était sur les Twin Towers à l'époque, il disait: «Non, non, tous ces arguments-là, c'est pas des arguments de révisionnistes. Nous, on ne raisonne pas comme ça» et là-dessus, il avait raison. Mmh. Oui, oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Ah, vous savez, au parti de la France, on invite toutes sortes de personnalités, on a conscience
on a conscience que c'est un risque potentiellement aussi pour nous de vous inviter. Voilà, au-delà des sanctions qu'il peut y avoir, bah, perquisition, confiscation de matériel informatique, ça c'est des choses dont vous avez l'habitude, mais pas moi encore. Donc j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais si on a pris ce risque aussi, c'est parce que bah voilà, je sais qu'il y a une réelle réflexion derrière, qu'on n'est pas dans un délire parce qu'on est séduit par une théorie qui nous fait fantasmer. Voilà, on n'est pas dans le fantasme, on est dans une comment je peux dire dans une optique de recherche de la vérité, voilà, qui est très appréciable, qu'on y croit ou pas, hein, peu importe. Hein. Moi personnellement, ça fait pas partie de mon combat de vie le révisionnisme, et qu'on y croit ou pas, c'est important de respecter cette parole. Et j'étais vraiment ravi de vous la donner sur cette antenne, sur la chaîne du Parti de la France. J'aimerais vous poser cette question pour finir, tout simplement. Là, on parle de l'avenir, on parle que du passé depuis tout à l'heure, mais là, on va parler de l'avenir. Quels sont vos projets à vous, là, personnellement, pour continuer votre combat, pour continuer la vie militante que vous avez décidé de mener? Vos projets à court terme, là, prochainement, c'est quoi? J'ai pas de projet. Vous voyez, là, j'ai commencé une série sur Pétain. Pétain, la collaboration et la question juive. Elle est venue tout simplement, de la tentative d'interdiction de la messe, qui avait été donc demandée par la DMP, au l'administrateur apostolique, du diocèse de Verdun. Et soudainement, j'ai dit: «Oh bah non, on peut pas laisser faire ça comme ça, on peut pas laisser, dire n'importe quoi sur le maréchal», et donc j'ai commencé une série, je pensais que ça ferait une vidéo. Bon, j'ai déjà fait 4 épisodes, à mon avis, j'en ferai 8 ou 9 parce qu'après maintenant je vais aborder, Vichy et la question juive, sujet brûlant. Mais vous voyez, voilà, et toute ma vie ça a été comme ça. Oradour, mes recherches sur Oradour ont commencé par une simple soirée. J'étais avec quelqu'un qui était un peu un admirateur de la Waffen-SS. Bon, moi je suis assez antimilitariste. Enfin, je suis pas antimilitariste, mais enfin, j'ai aucune, sympathie et aucune attirance pour l'armée. Je serais plutôt tendance à nard, moi. Mais, donc, quand il m'a dit les Waffen-SS, je lui ai dit: «Oui, bon, en fait, les Waffen-SS, ils ont massacré les gens d'Oradour quand même, hein». Et c'est là qu'il me dit: «Ah non, 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 je pense pas que ça soit passé comme ça». Je lui dis: «Comment ça?» Il m'a donné 2 petites brochures révisionnistes à l'époque, ça m'a tellement suffoqué que j'ai dit: «C'est incroyable, il faut faire une enquête». Je pensais que je ferais un petit article, une quinzaine de pages. Et ça a donné ça. Ça a donné un combat de 30 ans pratiquement. Donc, je reprendrai une phrase, hem, de d'un acteur français qui est mort, récemment, qui jouait, Nestor Burma. Heu, je sais plus, c'était, Montagny? Non, je sais plus, peu importe. Qui dit j'avais lu un de ses interviews, ses entretiens. Il disait: «Toute ma vie, j'ai fait n'importe quoi». Eh bien, moi, je suis un peu d'accord avec ça. Je suis un peu d'accord avec ça. C'est-à-dire que moi, toute ma vie, j'ai fait ce dont j'avais envie. J'ai jamais eu vraiment, de projet. J'ai toujours réagi en disant: «Ah tiens!» Par exemple, lorsque Fuenquinos a publié un roman sur une déportée à Auschwitz qui termine dans une chambre à gaz, et qui a eu le prix, de la jeunesse ou je sais plus trop quoi, quelqu'un m'a dit: «Oh, faudrait peut-être répondre», et c'est comme ça que était j'ai fait le livre, «Pourquoi Hitler était antisémite». Ça a terminé en un livre. La Gestapo, au départ, c'est ça, je voulais faire un petit article, ça a terminé par, Gestapo, justice pour une police calomniée. Je pourrais vous citer aussi Streicher. Streicher, je voulais faire un petit article sur Streicher à propos, c'était je crois pour un anniversaire des pendaisons de Nuremberg. Je dis: «Tiens, je vais faire un truc sur Streicher». Ça a terminé par le livre, Julius Streicher à Nuremberg ou à la source de la posture antiraciste. Voilà, et vous voyez, donc je n'ai pas de projet, en fait. Moi, j'ai jamais eu aucun projet. J'ai jamais rien projeté dans ma vie, en fait. Même mes enfants, je les ai pas projetés, ils sont venus comme ça, naturellement. C'est la providence qui les a donnés. Donc j'ai rien projeté du tout, et aujourd'hui encore, je projette rien. Là, je suis en train de faire une série sur Pétain. Hem, Après, je parlerai sûrement du livre de Hannibal, Jean-Marie Le Pen et la Shoah, qui va sûrement être comme une bombe là. Je vais en parler un peu, parce que bon, c'est intéressant. Mais après je sais pas, Marrant. j'ai dit ce que j'avais à dire, voilà. Après, on s'est rencontrés aussi comme ça, hein, de manière totalement imprévue, hein, c'était, Ah pour oui, la moi petite vous m'avez oui, oui, oui. Oui, oui, non, je ouais. et c'est d'être ouvert à la vie, en fait, il faut prends juste la vie comme elle vient et tu verras, elle viendra à toi. C'était une chanson du groupe OTH, un groupe punk. Moi, j'aime beaucoup la musique punk, et je trouve que la vie voilà, prends juste la vie comme elle vient et tu verras,
elle viendra à toi. C'est ça qui est et je pense que c'est comme ça. C'est pour ça que moi j'ai jamais eu de plan, ni plan de carrière, ni de plan de vie, vous voyez là depuis que je suis rentré en France, j'ai pas Mmh. de papier, j'ai pas de carte vitale, je m'en Ah ouais, moque. De d'accord. toute façon, j'ai dit ce que j'avais à dire et c'est ce que j'expliquais il y a pas longtemps. Si on me disait: «Tu vas mourir demain», c'est la providence, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai fait. C'est si la providence me rappelle, ben, c'est que j'avais fait ce que j'avais à faire et c'était bon. OK, très bien. Ouais, parce que pour la petite anecdote, parce que les gens le savent pas forcément, Vincent Edouard et moi, on s'était jamais rencontrés ou jamais parlé avant. Juste un soir comme ça, j'étais de passage sur Paris. Je lui ai envoyé un message, bon «Bonjour monsieur Edouard, bonjour monsieur Vincent Edouard, excusez-moi, ça vous dit qu'on se rencontre?» Et là, il me répond: «Bah, vous voulez quand?» Moi, je dis: «Bah, dans 1 heure», et il a dit: «OK». Et on s'est vraiment rencontrés comme ça, sur un coup de Ah tête. oui, tout à C'était fait, drôle! C'était très bien! tout à fait et moi, je vais vous donner une autre anecdote. Vous savez qu'en Vendée, ma famille a une maison depuis 1936. Bon, l'été, j'y vais pas parce que d'abord, j'étais en Angleterre, j'étais réfugié. Puis en plus, bon, ma famille, je suis un peu mal à l'aise parce qu'ils sont pas du tout de mes idées. Bon, il s'est trouvé que j'y suis allé en août là et bien, il y avait 2 personnes qui m'avaient écrit en prison et qui habitaient pas loin de la Vendée et chacune, je leur avais dit: «Oh ben, on peut venir, vous pouvez venir me voir à Paris, voilà» et là, il s'est passé que, j'étais en août en Vendée. Les 2 m'ont proposé, je leur ai dit: «Bah, venez». On a passé une journée ensemble et on a été à la plage, à un moment et on s'est baigné. On a nagé loin d'ailleurs puisque même il y a un sauveteur qui est arrivé avec son bateau qui a dit: «Mais ça va?» «Ouais, ouais», on a nagé très loin et à un moment, il y a un des 2 qui a dit: «Eh ben, si on m'avait dit que dans 1 an», parce qu'il m'avait écrit d'abord à Édimbourg, «je me baignerais avec Vincent Renoir sur une plage de Vendée», je l'aurais jamais cru. Bah oui, mais je suis quelqu'un de tout simple, hein. Je suis pas Dieu sur terre, quelqu'un qu'on peut pas approcher, je veux dire voilà donc C'est vrai, vous m'avez appelé, «Est-ce qu'on peut se rencontrer?» «Bah oui, on peut se rencontrer, il y a pas de problème». Bon, il y a des soirs où je travaille, hein, des fois je dis: «Ah bah c'est non, je peux vrai. pas, ce soir je travaille», mais là, il s'est trouvé que, voilà, ça se passait comme ça. La Providence, j'étais sur Paris à ce moment-là et vous étiez, libre à ce moment-là. Incroyable, J'étais libre à ce moment-là, je pouvais me incroyable. libérer dans la bon, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un, moi, du matin, mais je pouvais me libérer dans la soirée, donc j'ai dit: «Bah oui, si on voulait nous rencontrer». Voilà Incroyable, et aujourd'hui, incroyable. ça donne cette interview. Voilà, comme quoi c'est beau, c'est beau. D'ailleurs, la semaine prochaine directement, donc le 13 décembre, il y aura le repas de Noël du Parti La France qui aura lieu directement au centre-ville de Verdun. Voilà, vous vous en doutez de pourquoi, hein, je pense. Et il y aura un hommage au maréchal Pétain. Je vous invite évidemment, chers auditeurs, à vous inscrire. Il y reste encore des places, sachez-le, il reste encore des places. Vous pourrez chanter, Maréchal nous voilà, Oui, bien évidemment, bien évidemment. comme comme nous dans la prison de Valenciennes, avec un ancien prisonnier qui était aussi de droite nationale. Voilà, d'ailleurs OK. je peux terminer par une petite anecdote marrante. Bon, je suis un peu pour être révisionniste, il faut être un peu provocateur, même beaucoup. Si on n'est pas provocateur, on n'est pas révisionniste et Ouais. alors j'aimais bien, des fois quand je croisais des vieux, siffloter «Maréchal nous voilà», tu vois? Bon et un jour j'étais en Vendée, heu, avec mes enfants, je les voyais encore à l'époque et donc je leur dis: «Bon mes chéris, on va à la plage» et on va à la plage et sur le chemin, à un moment, je vois un couple de vieux qui allaient nous croiser et je sifflote: «Maréchal, nous voilà». La dame s'est retournée avec un sourire jusqu'aux oreilles. Elle a dit: «Oh! Maréchal, nous voilà!» On sentait que c'était le bonheur intégral. Bon, ouais, elle devait avoir 10 ans, vu son âge, elle devait avoir, ouais, 8-12 ans, à cette époque-là. Heu et alors le mari est resté lui sur la défensive, mais cette femme, on sentit que c'était vraiment tout bonheur. Je lui dis: «Oh, pauvre maréchal». Bon, puis après voilà, je suis parti avec mes enfants, mais ça, c'est une petite anecdote. Après j'en rigole Ah, encore, ça remonte à intéressant. une vingtaine d'années, mais voilà, cette femme était vraiment heureuse de réentendre maréchal, nous voilà. Vous avez rendu une femme heureuse et ça, c'est bien, ça, Oui, c'est bien. une Et ouais, vieille dame. une vieille dame. Ça jamais été revenu. Et bah, oui, on la salue évidemment. Si elle passe par là, bah, je sais pas, quel âge elle avait à l'époque, mais Ouais, non, je pense maintenant elle est ouais, décédée. OK, bah, Du ciel, elle nous écoute là. on prie pour son âme, voilà, on prie pour son âme. Et pour l'âme du maréchal Pétain, bien entendu. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette émission avec vous, mon cher Vincent Renoir. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Voilà, vous avez été pertinent comme à votre habitude. Je pense que les auditeurs Merci. seront très contents. Voilà, sachez-le, sachez-le. Et je pense qu'on va se revoir prochainement dans d'autres émissions. Je sais pas, je le sens comme ça.
C'est tout à fait possible. Chers auditeurs, n'hésitez pas à commenter ce que vous avez pensé de la vidéo directement dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. On a fait une prise de risque, bien évidemment que vous soyez révisionniste ou non, peu importe. Parlez sur la pertinence, sur ce que vous avez entendu dans cette vidéo, ce qui vous a fait tiquer, ce qui vous a fait réfléchir. Voilà, positif. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et évidemment, partagez la vidéo, c'est très important, et mettez un petit pouce bleu, je vous le demande à chaque fois, c'est très important pour l'algorithme. En attendant, moi je vous donne rendez-vous lundi, ce sera soit dimanche, soit lundi pour... Non, ce sera plutôt lundi. Lundi pour le Parti de la France en direct. Vous savez, hein, je réponds à vos questions en direct, hein, c'est comme tous les lundis soirs. Et émission le jeudi soir pour un forum du Parti de la France. Et enfin, reportage du PDF à Verdun pour le repas de Noël le week-end d'après. Merci beaucoup Vincent Renoir. De rien, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Avec grand plaisir.